À la une ce soir, appel à la mobilisation au lycée de Bellefontaine pour protester contre la fermeture d'une classe de première. Une rencontre entre le rectorat et le syndicat SNETA FO s'est tenue aujourd'hui, mais sans aboutir à aucun accord. La grève sera donc maintenue demain. Un nouvel épisode orageux s'annonce au sein du MIM. Certains membres fondateurs ont décidé de prendre position contre Alfred Marie-Jeanne. Ils prévoient d'organiser une réunion d'information ce mercredi. Enfin, le palais des congrès de Madiana accueillit aujourd'hui les professionnels du secteur du numérique. Un salon pour échanger sur les nouveaux outils. Le rendez-vous a été fixé sur une seule journée et nous y étions. Enfin, Dr José Sébastien, secrétaire du Collège des ophtalmologistes des Antilles-Guyane, est notre invité ce soir. Vous le voyez, nous parlerons du glaucome, une maladie dégénérative du nerf optique. Un entretien avant la réunion d'information programmée ce jeudi soir à la mairie de Fort-de-France. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec cet appel à la mobilisation lancé au lycée de Bellefontaine ce matin. Une délégation du SNETA FO a rencontré sur place des représentants du rectorat pour obtenir des réponses quant à la suppression d'une classe de première. La réunion qui s'est tenue à huis clos n'a débouché sur aucun accord et le préavis de grève a été maintenu. La mobilisation prendra plus d'ampleur dès demain. Voyez les précisions recueillies par Céline Chalonneau. Nous avons rencontré le secrétaire général parce que le recteur est absent et notre problématique là, c'est qu'on vient d'apprendre dans ce lycée Nord-Caraïbes qu'on nous supprime une filière, une classe de première S. Nous avons 3 classes de seconde, 3 classes de première, 3 classes de terminale et aujourd'hui on nous supprime une classe de première S, donc ça met totalement en péril la structure et l'équilibre surtout de la structure de l'établissement et à terme vous pensez bien qu'on a très peur que le lycée général soit complètement disloqué à cause de cette décision. Alors les arguments, ce sont des arguments essentiellement comptables, évidemment les arguments de la baisse démographique, les arguments du fait qu'il faudrait que le lycée Nord-Caraïbes devienne un lycée qui se focalise sur l'hôtellerie-restauration, voilà, c'est des contextes, essentiellement la baisse démographique et voilà, c'est surtout ça qui nous a été mis en avant comme argument. Mais la réalité, c'est que nous, nos élèves de seconde, eh bien, depuis 2015, on en accueille et on est même allé jusqu'à avoir des classes de seconde de 34 élèves. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'élèves au lycée Nord-Caraïbes dans la filière générale. Alors évidemment, quelle option on leur propose? Soit d'aller à Fort-de-France, soit d'aller au lycée Victor Anicet à Saint-James. Voilà, c'est ça qu'on leur propose. Mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas qu'ils aillent à Fort-de-France. On a lutté pendant des années pour que les élèves du Nord-Caraïbes restent dans leur Nord-Caraïbes et n'aillent pas au lycée de Bellevue ou encore au lycée Schellcher. Et on ne peut pas casser ça comme ça du jour au lendemain sous vraiment des prétextes comptables. Il n'y a que ça. Et notez en bref, toujours dans le secteur de l'éducation au chapitre social, un appel à la grève a été lancé dans plusieurs établissements scolaires cette semaine. Les syndicats enseignants dénoncent la suppression de 57 postes à la rentrée 2018. Et puis, toujours en bref, un autre préavis de grève a été déposé au CHU de Fort-de-France cette fois-ci. Le personnel du service de médecine générale 1B dénonce les mauvaises conditions de travail frôlant la maltraitance vis-à-vis des patients avec des conditions d'hébergement, je cite, déplorable et inhumaine, ainsi qu'une qualité de soins minimale. Le préavis de grève prendra effet le 5 mars prochain avec un mouvement s'annonçant illimité. Au chapitre politique, le mouvement indépendantiste martiniquais connaît un nouvel épisode qui pourrait bouleverser la situation au sein du parti. Toujours en toile de fond, Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor, mais cette fois-ci, certains membres fondateurs prennent position. Explication d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent. Le MIM serait-il au bord de l'implosion? Marianne Malsa et Sylvain Bolinois, membres historiques du mouvement indépendantiste martiniquais, montent au créneau. Présents lors d'une réunion de Jean-Philippe Nilor samedi soir, ils ont dénoncé, je cite, l'absence de démocratie et d'assemblée générale entre autres. Marianne Malsa et Sylvain Bolinois ne se présentent pas comme des frondeurs mais plutôt comme des contestataires. De son côté, Jean-Philippe Nilor a tenu à préciser qu'il n'était pas à l'origine de cette contestation. Qu'importe, il représente bien un nouvel appui pour le député du Sud qui a réuni près de 500 militants du parti lors de sa réunion samedi soir.
La contestation semble être bien présente au MIM, suite au bras d'honneur d'Alfred Marie-Jeanne notamment, lors de la fête patronale de Sainte-Luce début février. Le feuilleton n'est pas près de se terminer. Les membres du MIM prévoient de donner une conférence de presse ce mercredi. Tout savoir sur le glaucome. Une réunion d'information est programmée ce jeudi 1er mars à la mairie de Fort-de-France. Et pour en parler, nous recevons le docteur José Sébastien. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le glaucome est une maladie qui peut entraîner la cécité, c'est-à-dire qui peut rendre aveugle. Quels sont les symptômes? Comment faire pour savoir si on en a un déjà? En fait, ce qui fait la dangerosité de la maladie, c'est qu'il n'y a pas de symptômes. En fait, c'est une maladie silencieuse. On n'a pas de baisse de vision, sinon un stade tardif de la maladie, donc un stade où la maladie est arrivée quasiment à son terme. D'où l'importance du dépistage. Donc, il faut faire des examens, des contrôles réguliers chez l'ophtalmologiste. Et le corollaire également, c'est qu'il y a un patient sur deux qui ignore sa maladie. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent le glaucome? Il y a des facteurs de risque, notamment nous sommes une population à risque. La Martinique, sur le plan démographique à l'échelle mondiale, est la zone du monde, en incluant la Caraïbe, où le glaucome est le plus fréquent. Nous sommes les champions du monde en matière de glaucome. Pourquoi? Nulle part ailleurs, le glaucome est aussi fréquent. Alors, il y a des facteurs ethniques qui expliquent ça, et puis il y a l'insularité également, puisque nous vivons sur une île, donc les gènes ne peuvent pas se diluer comme dans un grand pays. Ce qui fait que la Martinique est la zone au monde où le glaucome est le plus fréquent. Or, quand on est champion du monde dans un domaine quel qu'il soit, on se doit de maîtriser son sujet. On constate que paradoxalement, le glaucome est méconnu en Martinique parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Alors, bon, vous avez dit que c'est une maladie silencieuse, mais est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien à faire pour la détecter? C'est vraiment une maladie silencieuse, c'est une maladie sournoise. D'accord. Et en fait, c'est uniquement quand vous faites votre examen chez l'ophtalmologiste qui va vous examiner, qui pourra vous dire si vous avez un glaucome ou pas. Alors, il faut faire des contrôles réguliers, même si on n'a pas de problème de vision, quel que soit le... Je dirais même que si vous n'avez pas de problème de vision, vous êtes encore plus à risque que quelqu'un qui a des problèmes de vision, parce que celui qui n'a pas de problème de vision ne va pas chez l'ophtalmo. Donc, il peut très bien avoir un glaucome sans le savoir. Alors, un problème quand même se pose en Martinique, c'est que pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo, il faut se lever tôt. C'est vrai. Alors, comment faire? Alors, déjà, on est dans une campagne de sensibilisation, d'information et de dépistage. En fait, il n'y a pas d'urgence à faire un dépistage. C'est une maladie qui évolue lentement, sur plusieurs années. Donc, si on attend 6 mois ou plus pour avoir un rendez-vous, ce n'est pas préjudiciable. Ce qui est préjudiciable, c'est de ne pas voir son ophtalmologiste pendant plusieurs années. Donc, du coup, le message qu'on veut faire passer, c'est aller voir régulièrement, surtout après 40 ans, votre médecin qui puisse faire le dépistage, qu'on ne se rende pas compte à un stade où on ne peut quasiment plus rien faire, que vous avez un glaucome au stade terminal. Et une fois qu'on a détecté le glaucome, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, on met en route un traitement. Il faut bien comprendre que quand on a un glaucome, on a une vie qui est complètement chamboulée. C'est un fléau, il faut dire les choses comme elles sont. Les personnes, on peut avoir à 40 ans un glaucome, si on n'est pas traité ou si on est traité tardivement, à 50 ans, être aveugle. Ce qui a des répercussions terribles sur le foyer, puisque bon, malheureusement, pour le voir, on a des patients qui perdent leur emploi. Ensuite, ça crée des conflits dans la cellule familiale. Donc, on a des patients qui sont divorcés, qui s'éloignent de leurs enfants, surtout s'ils font des études supérieures. Les amis s'éloignent. Donc, en fait, la vie qu'on a avant, elle est définitivement terminée. Donc, on rentre dans un processus de handicap visuel où on devient aveugle. Et à l'occasion de ces réunions d'information, nous invitons 2 présidents d'associations qui sont M. Félix Verpré de l'agence, de l'association Agir sans voir, et M. Henri Pignat de la PPHM, l'association pour la promotion et des artistes adultes handicapés de la Martinique. Donc ces 2 présidents seront présents pour que les patients comprennent aussi, ceux malheureusement qui sont au stade de la cécité, qu'on pense à eux et qu'on a aussi des solutions. Mais avant d'arriver à ce stade-là, on fait tout pour que les choses puissent être dépistées, que le diagnostic puisse être fait tôt et qu'on puisse débuter un traitement très, très tôt. En sachant qu'une fois que le diagnostic est fait, on a 9 chances sur 10 de ne pas avoir une cécité. Alors, est-ce qu'on est apte en Martinique à soigner le glaucome? Parce que si pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est très compliqué, est-ce qu'il faut voir un spécialiste une fois qu'on sait qu'on a le glaucome? Ou l'ophtalmo qu'on peut soigner? L'ophtalmologiste, en fait, le traitement est très simple. En fait. C'est ce qui est encore plus frustrant. C'est qu'il suffit
Simplement de mettre des gouttes, ça peut suffire à sauver quelqu'un. D'accord. Juste des gouttes peuvent suffire. Après, il y a des cas plus complexes où il faut intervenir, il peut y avoir des interventions chirurgicales ou du traitement laser, mais le plus souvent, un traitement par des gouttes, simplement des gouttes, peut suffire. Et une fois que c'est l'intervention chirurgicale, on est à la pointe en Martinique, on sait faire? Oui, absolument. Alors, il y a des... Après, il suffit d'avoir le rendez-vous, c'est toujours la même histoire. Après, la technique chirurgicale, elle est parfaitement maîtrisée en Martinique. C'est même pas la peine d'aller en métropole, ils ne vont rien faire de plus. C'était ma question. Voilà. La seule chose qu'il y a là-bas, qu'on n'a pas ici, c'est qu'il y a des voies de recherche là-bas. On ne fait pas de recherche en Martinique, mais au niveau des soins, on est exactement au même point qu'en métropole. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis, je rappelle que la prochaine réunion d'information, puisqu'il y en a déjà eu une la semaine dernière, ça sera ce jeudi soir à la mairie de Fort-de-France de 18h à 20h. À 20h. Merci à vous. Merci. Revenons maintenant sur un autre rendez-vous d'information et même de présentation de nouveaux outils numériques. Le Palais des Congrès de Madiana a accueilli aujourd'hui le salon de la modernisation numérique dédié aux professionnels du secteur. Un moment d'échange pour une seule journée que Céline Chalonneau a suivi pour vous. Regardez. Pour cette responsable des systèmes d'information au sein d'une collectivité, il y a une carte à jouer sur la connectivité pour améliorer et optimiser le service public. Sa présence ce matin confirme que les administrations s'approprient également les outils numériques. Souvent, on a besoin de communiquer à distance pour aller plus vite. On a besoin aussi d'éviter des déplacements. On est dans le développement durable. Donc, c'est ça qui m'a intéressée. La simplicité du petit matériel qui permet vraiment d'avoir de la performance, parce que non seulement au niveau des administrations, donc des communes, pouvoir leur permettre de moderniser leur gestion, mais on a également besoin de rendre un certain service, travailler tout ce qui est la relation citoyenne. L'accompagnement et l'environnement sécurisé de travail sont essentiels. La transformation numérique de l'entreprise doit s'inscrire dans cet échange permanent entre partenaires, prestataires, fournisseurs. C'est pourquoi il était important pour les organisateurs de s'entourer d'experts certifiés et d'acteurs majeurs du numérique. Certains ont traversé l'Atlantique pour l'occasion, mais surtout pour présenter leurs innovations. Ce qu'on propose, c'est une solution de sauvegarde et d'archivage de données tout en un. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir à la base une seule brique qui fait à la fois le matériel plus le logiciel pour l'intégralité des données d'un système d'information, c'est-à-dire les données classiques, les machines physiques, les machines virtuelles, les bases de données, style Exchange, etc. L'idée, c'est vraiment de prendre les données là où elles sont, c'est-à-dire sur les machines des clients, les aspirer, et là je précise bien c'est aspirer vers notre appliance et les externaliser vers un média extractible qui reste de type disque. Ça c'est un procédé qu'on a breveté puisqu'on a 2 brevets dans cette solution. Et donc de faire des archivages sur médias extractibles qui sont de type disque et éventuellement de partir dans le cloud pour tout ou partie que le client voudrait sauvegarder donc, sur Internet. Les sociétés sont plus petites, le marché est plus petit. Donc ça veut dire que les offres qui sont adaptées à des pays de 50, 60, 100, 300 millions d'habitants ne sont pas du tout adaptées ici. Les offres, par exemple, les solutions de sauvegarde, on vous parle de solutions de sauvegarde qui coûtent excessivement cher. Donc nous, on est obligé de trouver des solutions de sauvegarde, par exemple, pour les TPE. Nous avons même demandé des fois à certains éditeurs de changer leur mode de vente. Parce qu'on leur dit, écoutez, ils vendaient il y a certaines offres, par exemple, ils disent à partir de 50 utilisateurs. On dit non, nous c'est entre 5 et 10, 0 et 10. Donc ils ont adapté même certains de leurs modes de vente justement à nos spécificités. Rencontrer, échanger, rayonner, le Palais des Congrès est devenu, le temps d'une journée, un véritable espace bouillonnant pour toutes les entreprises du secteur public ou privé qui s'intéressent à la modernisation numérique et aux enjeux du métier. On amène l'utilisation transversale de l'ensemble de nos outils, aussi bien au niveau de l'infrastructure informatique, de la sécurité, du développement. On a une trentaine d'ingénieurs en développement, au niveau de la formation, on a formé l'année dernière 1200 stagiaires. Leader sur le marché anti-Guyane des sociétés de services informatiques, ce premier salon pour les entreprises régionales s'installera ce jeudi en Guadeloupe.
Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guyane où une surveillance particulière a été mise en place devant plusieurs collèges. Il s'agit d'un dispositif de sécurité renforcé en réponse aux nombreuses mobilisations de ces dernières semaines. Nous irons également en Guadeloupe où, comme chez nous, la pollution au chlordécone est au centre de toutes les attentions. Les rivières ont été testées et sont toujours aussi polluées. Et puis, dans notre JT des communes, nous parlerons des 130 familles du quartier Derrière-Bois de Saint-Joseph qui réclament un titre de propriété pour leur maison. Partons tout de suite en Guyane où, je vous le disais, une surveillance renforcée a été mise en place aux abords des collèges. Il s'agit d'une réponse à la mobilisation de ces dernières semaines dans le secteur du second degré. Le dispositif décidé par la préfecture est déployé tout au long de la journée avec un renforcement à la pause déjeuner des collégiens. C'est un reportage de Gaël Wassim. C'est un jour de rentrée sous très haute surveillance. C'est ce que l'on pouvait retenir de ce lundi matin aux abords des différents établissements scolaires de l'île de Cayenne. Dans une collaboration qui relie la police municipale, nationale, la gendarmerie et le rectorat, c'est pas moins de 150 fonctionnaires de la sécurité publique qui sont en charge de cette opération qui s'étend sur tout le département. Le préfet nous a demandé d'augmenter la sécurisation aux abords des établissements scolaires, sachant que depuis le début de l'année, nous sommes déjà très présents sur ces établissements scolaires et nous avons encore renforcé dans cette rentrée de vacances notre dispositif aux sorties des établissements les plus sensibles. Nous sommes présents déjà sur la ville, mais c'est vrai que les agressions, surtout, elles ont lieu aux sorties, aux entrées, plutôt aux sorties, on va dire. Donc nous serons effectivement présents à 11h30, de 11h30 à midi et demi. Nous serons aussi présents à la rentrée à 14h et nous serons présents à la sortie. Résultant d'un engagement pris par le préfet le 9 février dernier, la présence des forces de l'ordre sera accrue aux abords des établissements scolaires les plus sensibles, venant ainsi renforcer le dispositif de la Convention Évidence. La Convention Évidence, qui existe depuis de nombreux mois maintenant, est une convention qui a été signée par les différents partenaires, justice, sécurité intérieure, rectorat, donc éducation nationale, et qui permet en quasi temps réel de faire remonter des événements un petit peu sensibles dans les établissements scolaires. Une fois que ces événements sont remontés en préfecture via le rectorat, les forces de sécurité intérieure agissent directement dans les établissements, soit par des réunions avec la communauté pédagogique et le chef de l'établissement, soit directement avec les auteurs de troubles pour faire de la prévention, mais également pour essayer de stopper l'effet de délinquance dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, la Convention Évidence fonctionne très bien et l'idée, par cette présence accrue des forces de sécurité aux abords des établissements scolaires, c'est de venir renforcer davantage l'action qui s'inscrit dans la Convention Évidence. Cette opération de sécurisation se poursuivra pour le reste de l'année scolaire pour l'ensemble des établissements du département. Les rivières de Guadeloupe sont polluées. L'information a été confirmée avec le dernier relevé de l'Office de l'eau faisant état d'une concentration record de chlordécone. En plus de cette molécule, le glyphosate serait également présent en grande quantité. Voyez ces explications d'Yvan Lemar. Chaque année, des études sont menées par l'Office de l'eau de Guadeloupe pour l'Agence française de la biodiversité. Le 1er février dernier, les résultats de mesures effectuées en 2016 ont été publiés. À l'Office, nous menons un suivi réglementaire imposé par la directive cadre sur l'eau. Donc, il s'agit d'une directive européenne qui a vocation à protéger ou restaurer l'état des milieux aquatiques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étudier l'impact de l'homme sur son milieu. Concrètement, nous émettons des commandes auprès de nos bureaux d'études partenaires ou laboratoires qui nous renvoient, qui font les analyses pour notre compte et nous renvoient ensuite les résultats observés. Alors, nous faisons des analyses sur eau, sur sédiments, sur biote, donc tout ça ce sont des analyses chimiques, et nous faisons également des analyses biologiques. Donc il peut s'agir de prélèvements de macro-invertébrés, donc ce sont des espèces qui vivent sur le fond des rivières par exemple. Nous faisons également des suivis sur diatomées, qui sont des Pardon, nous restons en Guadeloupe avec cette autre problématique. Le collectif de défense du CHU remet en cause la version officielle de la direction sur la situation sanitaire de l'établissement. Selon les membres, les usagers et les membres du personnel seraient en danger. Un appel à la mobilisation a été lancé pour demain. C'est un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Toute la vérité sur l'incendie, c'est ce que réclame le collectif de défense du CHU, réuni de nouveau ce matin au centre hospitalier. Autrement dit, il y a quasi que tout va bien, alors qu'on n'a pas cherché ça pour chercher, ça a été pour chercher normalement. Mais par contre, il y a quasi des traces de chlore.
dans l'atmosphère là, ça veut dire qu'il y a un côté, il faut aller plus loin dans la recherche à Clon. Donc ça veut dire que là encore, la direction qui a trompé nous, la direction qui a trompé la population là, la direction a établissement là en train de camoufler en vérité. Nous avons demandé la vérité, c'est ça qui brûlait le 28. Et ça qui brûle là, qui impacte la santé à monde, santé à les malades, mais bien évidemment qui impacte ces structures là lui-même, ces établissements là. Est-ce qu'il y a un métier aujourd'hui là, des contenus recevoir monde? Est-ce qu'il y a des dispositions pour remettre aux normes de climatisation, mais aux normes en matière d'incendie et électrique. Pour le docteur Elie, prendre part à ce collectif est une évidence. Son objectif, faire entendre la voix du personnel soignant. On se rend compte qu'il y a pas mal de choses un peu anormales de notre point de vue et injustifiées qui se produisent, des décisions qui sont prises avec certains intérêts, une vision que possède chaque personne. Donc nous ne connaissons forcément pas les tenants et les aboutissants. Donc on a décidé, comme on dit, de nous réveiller, de faire entendre notre voix au profit du CHU, des patients que nous prenons en charge quotidiennement et de nous-mêmes. Je pense que là maintenant, il est quand même temps de trouver une organisation plus efficiente. Et même si nous sommes aux eaux claires, c'est vraiment pas satisfaisant, étant donné qu'en tant que chirurgien, nous sommes obligés carrément de s'entretuer, entre guillemets, afin de pouvoir répondre à notre mission de service public, c'est-à-dire soigner des patients, opérer des patients. Le collectif de défense du centre hospitalier envisage donc de durcir le ton dès demain en organisant une manifestation devant le CHU. De retour à Martinique, place au sport avec un retour comme chaque lundi sur les manifestations qui ont marqué le week-end. Il y a eu les belles prestations de nos nageurs lors du Grand Prix de la CTM. Belles prestations également en karaté puisque c'est la Martinique qui a remporté l'Open de la Caraïbe. Enfin, en sport collectif, le week-end a été marqué par la Coupe de Martinique en handball et basket. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol et José Le Cherti. La 5e édition de l'Open de la Caraïbe a souri à nos karatékas. En kata et kumité, ils ont su hausser leur niveau avec 5 médailles d'or, 7 en argent et 5 de bronze. La Martinique devance la Corse et la Guadeloupe. Autre temps fort du week-end, en natation, le Grand Prix de la CTM a permis à certains de nos nageurs de réaliser les minima en vue des Carifta Games dans un mois à Trinidad. Cette compétition qui s'est déroulée pendant 3 jours à la piscine communautaire de la CASEM a vu la participation de nageurs de la Guadeloupe et de Guyane. La sélection définitive pour les Carifta sera connue demain. En cyclisme, le duel entre l'UCS et le Madina Bikers entamé depuis le début de la saison s'est poursuivi hier. Le Grand Prix des commerçants du Saint-Esprit est revenu à Michael Stanislas de l'UCS devant Willy Wozo du Madina Bikers. Émile Demazi de l'UCS complète le podium. Sport collectif en handball masculin, l'affiche de la finale de la Coupe de Martinique est connue. Elle opposera l'Étoile de Gondo, vainqueur du réveil sportif, à l'USC Citron qui a disposé du TS franciscain. Chez les femmes, en attendant le règlement de la situation par la commission litige, seul un finaliste est connu. Le réveil sportif, vainqueur de l'Arsenal après prolongation, sera en finale. En basket masculin également, on disputait la Coupe de Martinique. Les 8e de finale ont vu les qualifications du CSC Carbet, du Golden Lion, du WAX, de l'USAC, du Golden Star et du Good Luck. Les affiches des quarts de finale sont connues. On aura droit à Golden Star Good Luck, US Duco 16 WAX, USAC CSC Carbet et Golden Lion Arsenal. Chez les femmes, les quarts de finale auront lieu également le week-end prochain. Voici les affiches. Éclair Black Star, Aiglon Golden Star, Golden Lion Aigle Noir et Gauloise SC Lamantinois. En football, la 16e journée du championnat a vu le Golden Lion prendre les rênes de la R1. Victorieux de l'Aiglon, les Joséphins profitent également de la défaite du Racing. Le club colonial, le New Star, le CS Gaspilote et le club franciscain se sont imposés. Partage des points entre le Golden Star et l'Essor. Au classement donc, le Golden Lion devance au Gaulois Virage le RC Rivière Pilote. Franciscain et Foyalais suivent. Pas de changement en revanche en bas de tableau. Chez les femmes, la 6e journée retour du championnat a vu les victoires de l'US Lorinoise et du RC Saint-Joseph. Au classement, les Joséphines confortent leur place de leader devant Franciscaine, Lorinoise et Chalchéoise. En volleyball masculin, la 16e journée du championnat a vu les victoires du Rayon et du Good Luck sur le score de 3-7-0. Au classement, les Lucéens devancent Arlésiens, Ansois et Foyalais.
Et ATV reste proche de vous. Place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène à Saint-Joseph, au quartier Derrière-Bois. De nombreux riverains du secteur dénoncent leur situation plutôt bancale. Ils n'ont pas de titre de propriété malgré des démarches entamées depuis 30 ans. 130 familles sont concernées. Hubert Bornil s'est rendu sur place. Regardez. En bel petit coin Saint-Joseph, il y a crié quartier Derrière-Bois, la propre, la belle, la ni. Yon décaille. En tout cas, ici, à nous peut dire qu'en l'espoir mal papa, il peut venir net puisque depuis non, c'est Muntala qui attend en titre de propriété. C'était un gros combat, mais anti-lumière commence à limer. L'affaire des occupants sans titre de Derrière-Bois, Saint-Joseph, un dossier chaud qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Ça a duré nani. Donc, nous essayons d'accompagner ces gens, nous, puisque nous sommes une association, ni plus de 30 ans, nous aussi, nous là. Donc, nous essayons d'accompagner ces gens pour garder ces titres de propriété. À l'origine, une trentaine de familles installées sur ces 4 hectares depuis l'époque des habitations bananières et toujours en attente de régularisation. Ni longtemps moi-même qu'à attendre ça, puisque toutes les parents, moi, sans les monaïeux, moi-même, je mettais comme à l'autre côté, par rapport à moi, des fois, quand il y a des petits problèmes, je retirer la caille maman, retirer la caille autres, et puis nous travaillons ensemble pour travailler titre de propriété. Ce bâtiment aussi, qui est utilisé pour des activités culturelles et sportives, a été le théâtre de grandes résistances. Un espace concédé aux personnes du quartier à l'époque par son propriétaire. Problème, la construction se trouve en zone rouge, selon la mairie qui avance l'argument de la sécurité du site. La mairie ni l'autre projet pour ici, qui ne peut pas entrer en ligne de compte nos pièces spéciales. Parce qu'on doit entendre parler que la mairie, effectivement, il y a le bâtiment qui est construit en amont et qu'il faut faire évacuer les effluents. Donc, il faut venir côté pour faire y passer. Et c'est le côté qui est propice à ça, c'est ici. C'est ici qui est tout à l'égout. Oui, tout à l'égout. C'est ici qui est parti. Bonjour. Un peu plus haut, la trentaine de familles concernées par ces titres de propriété manquants. Selon la mairie, une solution est en passe d'être trouvée, le plus gros ayant déjà été fait. Nous avons mis en place une stratégie de longue date qui consiste et on a pu rentrer justement dans cette indivision parce qu'il y avait une partie des biens pour lesquels nous avons fait un dispositif de bien 100 mètres, de bien 100 mètres, un dispositif qui est bien vacant 100 mètres, qui nous a permis un peu d'avoir ne serait-ce que 2% de propriété. C'est la CIRAD, le principal propriétaire du terrain à environ 98%. La mairie a pu obtenir l'option d'achat pour environ 300 000 €. Reste à réaliser les actes notariés. Nous sommes allés voir le notaire après la délibération. Le notaire nous a dit attendez 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que la délibération puisse être contestée. Ça n'a pas été contesté. Nous avons largement dépassé les 2 mois. Le notaire est en train de faire l'acte qui nous permettrait d'accéder à la totalité de ce terrain. Un discours qui se veut rassurant, toutefois les résidents ont décidé de garder la tête froide. Une belle lueur d'espoir en tout cas pour ces habitants de Derrière-Bois, mais ici à nous peut dire que toutes ces gens ont décidé de rester véatifs à ça qui a fait et puis surtout mettre mot la solidarité. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le campus universitaire Ravin Touza, Shelcher. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kitman au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque. A tout de suite.